dimanche de manifestation contre la réforme des retraites. La guerre des chiffres, plus de 300 000 manifestants à Paris selon la préfecture, le double selon les syndicats. La mobilisation n'a pas faibli, les syndicats appellent à l'ouverture de négociations et menacent. Journée internationale des enfants disparus. Chaque année en France, 34 000 enfants s'évaporent dans la nature. La plupart sont des fugueurs, mais parmi eux, des cas non élucidés comme Estelle ou Marion. Roland Garros, à partir de demain, Amélie Mauresmo, la chance française. La joueuse est au mieux de sa forme, un mental de gagnante avant d'affronter Virginie Razzano. Et puis le palmarès du Festival de Cannes. La cérémonie se déroule actuellement. Selon les premières indications et conforté par la rumeur, le choix du jury serait déconcertant. Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche, marqué par la grande manifestation contre le projet de réforme des retraites. Un immense cortège de militants syndicaux, de fonctionnaires, de salariés du privé ou encore d'enseignants. Paris Manif, la place de la Nation Noire de Monde. Et sous un ciel d'averse, plusieurs défilés ont emprunté les itinéraires de délestage pour absorber le gros de la mobilisation. Reportage Martin Gouès, Nabila Tabouri. Une foule compacte. Après la place de la Nation Noire de Monde, la marée des manifestants a envahi Paris. Entre 300 000 et 600 000 personnes pour dire non au plan Fillon. Une ambiance familiale et bon enfant où se sont retrouvées toutes les générations. Mon fils est retraité, je vais des petits-enfants retraités et arrière petits-enfants. C'est très important. Ça serait bien que nous, on parte plus vite pour que les jeunes puissent avoir du travail. Pour la défense de nos droits sociaux que nos pères et nos grands-pères ils ont conquis, et nous on ne va pas les laisser parce qu'on a des enfants et on peut leur transmettre. Fonction publique, enseignants mais aussi salariés du privé ont répondu présent. La division du public-privé, nous on ne veut pas l'entendre. Et nous aussi on a un régime spécifique à 55 ans et on sait qu'il va imploser en vol avec cette réforme. Et on n'en veut pas. Quand on commence à travailler à partir de 20 ans, on ne veut pas finir des retraites à 62, 65 ans. Surtout avec des métiers durs. Avec des métiers durs. Pour la rue, sauver les retraites passe par d'autres solutions que l'allongement de la durée des cotisations. Moi je travaille dans le pétrole et on a énormément d'argent dans les entreprises. Donc je pense qu'en taxant un peu plus sur les patrons, je pense qu'on pourrait avoir d'autres revenus que les salariés. J'ai l'impression qu'on est en train de biaiser le débat. On nous propose une réforme alors qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a d'autres possibilités. On ne parle jamais, par exemple, d'augmenter les cotisations. Au milieu du défilé, des militants CFDT. Ils ne comprennent pas la position de François Chérec qui appuie la réforme du gouvernement. Nous, les militants de la base, en fait, les mêmes qui n'étions pas non plus d'accord avec nos tables, on n'est pas non plus d'accord avec Chérec, voilà. La démocratie aurait pu jouer autrement au sein de la Confédération, mais bon, c'est pas grave. On espère qu'il en tiendra compte pour l'avenir. Ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui ont freiné l'ardeur des manifestants. Ils étaient là pour faire passer un message. Le gouvernement doit revoir sa copie. Et en écho aux manifestations parisiennes, et dès ce matin, on a défilé à Montpellier, à Toulouse, à Grenoble, à Bordeaux et ailleurs. Tour d'horizon, Nabila Tabouri. À Marseille, 40 000 manifestants de sources syndicales, 10 000 selon la police. Ceux qui n'ont pas pu défiler à Paris se sont retrouvés sur la Canebière. Les enseignants ont formé le gros des troupes. Retraite, budget mais surtout décentralisation, leurs craintes sont nombreuses. Décentralisation ne touche pas encore les enseignants, mais nous pensons qu'à court terme, nous allons aussi être décentralisés. Le projet de décentralisation ne concerne que les personnels non enseignants de l'éducation nationale. À Bordeaux aussi, il a motivé bon nombre de professeurs. Aux côtés des salariés du public et du privé, ils étaient entre 7 000 et 20 000 à défiler, persuadés que le nombre fera la différence, surtout sur la question des retraites. Ce qui me gêne beaucoup, c'est ce système de décote qui va faire des retraites de plus en plus minimes, où les gens, franchement, vont être obligés de travailler de plus en plus longtemps pour pouvoir vivre décemment. À Montpellier, selon la police, ils étaient 10 000 à manifester malgré la pluie. Enseignants, employés de la poste et artisans faisaient bannière commune. Moi j'ai 3 enfants, donc j'ai pas de pognon pour leur payer une école de riches. Hein. Donc ben voilà, l'école de la République, c'est ce qu'il y a de mieux, même si elle n'est pas parfaite. Hein. Toulouse avait déjà manifesté hier. Aujourd'hui, ils étaient entre 2 000 et 4 000 à battre le pavé de la Ville Rose.
De nombreux défilés dans plusieurs villes ont eu lieu toute la journée. Au total, en province, les manifestants étaient 60 000 selon la police et 130 000 selon les syndicats. Et comme à chaque manifestation, les chiffres donnés par la préfecture ou les organisateurs varient du simple au double, mais cette fois-ci parce que l'enjeu est de taille, le nombre de manifestants sera étudié à la loupe, les syndicats et le gouvernement ayant engagé une partie de bras de fer qui se compte en points. 300 000 manifestants à Paris selon donc la préfecture, le double selon les syndicats. Comment sont faites ces estimations? Yvan Martinet. Sur le parcours du cortège, les agents des renseignements généraux comptent les manifestants. Comment ? La technique est artisanale. Ils évaluent le nombre de personnes au mètre carré, puis le rapportent à la surface occupée par la manifestation. Un hélicoptère permet de recouper les estimations du terrain. Là, ça nous donne une idée de la densité de la manifestation. Ça nous permet de recouper ce que nous disent nos fonctionnaires qui comptent, qui effectuent leur travail de comptabilité sur le terrain. Et on n'a pas à rougir de notre métier. On estime qu'on fait un travail sérieux, un travail où notre travail, c'est justement de rendre compte de la réalité. Les chiffres des policiers sont affinés par le nombre de bus présents et de réservations de trains. Chez les syndicats, pas de comptage. La technique est approximative, c'est la déduction. Sur la manifestation, il n'y a pas de comptage précis, c'est pas possible, mais on fait un comptage préalable et puis on voit bien dans la manifestation si ça correspond ou pas au comptage qu'on a fait au préalable. Le comptage préalable, c'est quoi, les cars? Voilà, c'est ceux qui s'inscrivent, il y a des cars, il y a des trains. Les renseignements généraux estiment leur marge d'erreur à 10%. La presse, elle, par tradition, donne les deux chiffres, encore plus aujourd'hui, tant l'écart est inexpliqué. Différentes corporations s'étaient mobilisées pour faire obstacle au projet de loi sur les retraites. Parmi les plus déterminés, les cheminots, dont le régime spécial n'est pas mis en cause par le projet. Ils ont fait le voyage jusqu'à Paris, comme le montre ce reportage de Séverine Lebrun et Virginie Traverse, qui ont embarqué à la gare de Nantes pour suivre ces militants. On va le foutre en l'air, ce projet de réforme un par un, tu vas voir. Ils sont bien remontés, les cheminots. Le gouvernement peut leur répéter que la réforme ne touchera pas leur régime spécial. Ils n'y croient pas, bien au contraire. Alors ça valait le coup de se déplacer jusqu'à Paris pour se faire entendre, malgré tout. Ça montre aussi toute cette force. On sait très bien qu'une fois qu'on aura réglé le régime général, le régime des fonctionnaires, on va nous tordre le cou. Donc on est bien solidaires avec les autres, pour nous, mais aussi pour les autres. Après 4 heures de train, ils sont enfin à Paris. C'est parti pour une journée marathon. Hyper motivés, hyper contents avec le monde qu'il y a. La journée va être formidable. Quelques pas de danse pour parodier la politique du gouvernement. Un recul social, selon eux. Pas de quartier, les cheminots iront jusqu'au bout. Nous, il n'est pas question de garder son système. On le rejette complètement. Et on est avec l'éducation nationale et toutes les corporations. Maintenant, ça sera à nous de jouer par la suite. Et faire monter la pression, les cheminots savent faire. La menace est lancée. Un préavis de grève reconductible à partir du 2 juin prochain. Si le 28 mai, c'est-à-dire donc mercredi, le projet qui est présenté ne tient pas compte effectivement de ce qui vient d'être dit, à savoir il faut ouvrir des négociations, il faut une réforme autre, eh bien oui, le 3 juin, les cheminots seront de nouveau dans une action. En 1995, ils avaient réussi à faire piller le gouvernement. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour réitérer ce coup de force. Et à titre symbolique, on retiendra cette contre-manifestation organisée sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Quelques 300 personnes qui soutiennent la réforme mais disent leur ras-le-bol du blocage organisé, rassemblement à l'appel de quelques associations. La gauche rattrape la contestation sociale et entre de plein pied dans les manifestations. Ce matin, le Parti socialiste, les Verts et le Parti radical de gauche ont lancé un appel commun pour la suppression du projet de loi Fillon et l'ouverture des négociations. Ce soir, réaction des leaders de droite. Reportage Hélène Hugues, Claire Feinstein. À peine visibles les politiques, ne cherchant surtout pas à voler la vedette aux syndicats, cachant tout signe trop ostentatoire, noyés dans la foule discrète, ils ne veulent surtout pas être accusés de récupération. Moi je suis venue avec mes amis de Seine-Saint-Denis, voilà, on vient d'arriver en car pour soutenir ce mouvement. Je pense qu'il se sert plus ou moins de cette occasion pour se rabibocher avec le public. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis bien content qu'il soit là quand même, ça peut quand même nous aider. Humble pourtant, jusqu'à accepter la plus mauvaise place dans le cortège. Les socialistes fermeront la marche, ils piétinent des heures avant de démarrer.
Mais ils tiennent aujourd'hui à crier haut et fort leur rejet des projets du gouvernement. Il faut maintenant remettre tout à plat, négocier, aller vers, je crois, à la fois le retrait du plan Fillon sur la question de la retraite parce qu'il a été mal engagé et ensuite parce qu'il n'est pas juste. Pour riposter, c'est Alain Juppé qui était ce soir en première ligne. L'ancien Premier ministre préconise la même méthode qu'en 95, tenir bon. Bon, on reste un peu d'avance, non ? Je crois que si aujourd'hui nous calions sur cette réforme, nous n'assumerions pas nos responsabilités et je vais peut-être utiliser un mot qui vous paraîtra excessif, devant l'histoire. Petite dissonance côté UDF, François Bayrou se prononce lui contre la décentralisation dans l'éducation nationale. Sur les ondes ou dans la rue, à droite comme à gauche, le débat est loin d'être clos. Venons-en aux leaders syndicaux qui ont emmené leurs troupes sur le pavé. Tous réclament l'ouverture de négociations avec la menace de grève plus dure et plus longue. Quant à la mobilisation, elle était certes au rendez-vous, mais pas de véritable déferlante. Nous y reviendrons. Mais d'abord, voici ce que réclament Bernard Thibault, patron de la CGT, Marc Blondel pour FO et Gérard Asquiré pour la FSU. Nous les écoutons successivement. Nous voulons obtenir de nouvelles négociations sérieuses avec l'ensemble de la problématique de l'avenir des retraites sur la table et non pas sortir comme il l'a fait avec une seule des solutions, l'allongement de la durée de cotisation et surtout faire supporter l'effort à 90%, encore une fois, dans la poche des seuls salariés. Vous savez, en 2001, on manifestait déjà pour les retraites. Eh bien, on a manifesté le 3 avril, on a manifesté le 13 mai, le 19, etc. Et ça va crescendo. Et la détermination est de plus en plus grande. Et je crois que M. Raffarin ne devrait pas se tromper. Plus les gens vont être frustrés et plus ça va durer. Qu'il ne se fasse aucune illusion. Il n'y a rien qui impose que la réforme soit bouclée en juillet. On peut se donner jusqu'à la fin de l'année, on peut même se donner jusqu'au début de 2004. Les problèmes, le gros des problèmes, c'est en 2010. On a le temps. Évidemment, il faut faire quelque chose, mais on peut se donner le temps de débattre et d'avoir le débat dans la société qu'on n'a jamais eu. Agnès Molinier, vous êtes place d'Italie, la manifestation est en train de se disperser. La mobilisation était-elle à la hauteur des espérances et va-t-elle renforcer la détermination des syndicats, à votre avis ? Écoutez Béatrice, en tout cas la manifestation s'est terminée, la circulation vient d'être réouverte à l'instant, derrière moi ici, place d'Italie. Ce qu'on peut dire c'est que le pari des syndicats semble gagner puisqu'ils avaient parlé d'un succès à 500 000 manifestants dans les rues de Paris et malgré les divergences d'appréciation entre la police et les organisateurs, on peut dire qu'aujourd'hui ce chiffre a été atteint, d'autant qu'il y avait d'autres manifestations en province. Ce dimanche se place donc au rang des grandes mobilisations, de l'ordre même de celle du 1er mai 2002. C'était à l'époque pour appeler à ne pas voter pour l'extrême droite, de l'ordre également des autres mobilisations contre la réforme des retraites de ces dernières semaines. Je vous rappelle que c'est la 5e depuis le mois de février. À chaque fois, elle rassemble au moins 500 000 personnes. Cette opposition à sa réforme est donc une sorte de 3e tour social pour le gouvernement, on peut dire ce soir. Le gouvernement sur qui la pression reste très forte pour qu'il réouvre le dossier des retraites. Le fera-t-il ? Eh bien, réponse mercredi en Conseil des ministres, Béatrice. Déjà un élément de réponse puisque François Fillon à l'instant vient de réaffirmer qu'il ne négociera pas, qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations sur les retraites. La crise sociale se poursuivra dès mardi avec la manifestation des enseignants. D'autres mouvements suivront. À quoi doit-on s'attendre dans les jours qui viennent? Le calendrier avec David Boéry. C'est ça, en grève ? Demain lundi, le mouvement se poursuit à l'Éducation nationale, avec toujours en ligne de mire la réforme des retraites et le projet de décentralisation. Grève également dans les hôpitaux. Les professions de la santé sont appelées à leur tour à se mobiliser pour défendre le système des retraites. Votre brancard est là. Autre mot d'ordre demain à la NPE, 5 syndicats appellent à une grève de 3 jours pour s'opposer à la réforme du statut du personnel de l'agence. Mardi, importante turbulence dans les aéroports. La CGT appelle les contrôleurs aériens à cesser le travail. 80% des vols devraient être annulés. Perturbations également à la Poste et à France Télécom. Les enseignants organisent une nouvelle journée d'action. Ils défileront dans les rues. Mercredi matin au Palais de l'Élysée, le projet de loi préparé par François Fillon doit être adopté en Conseil des ministres. Dans l'après-midi, les syndicats opposés à cette réforme se retrouveront pour une réunion. Après un long week-end de l'Ascension, l'agenda social se remplit à nouveau. Le lundi 2 juin, à partir de 20h, c'est d'abord une grève nationale reconductible à la SNCF. Suivi le lendemain, le mardi 3 juin, par les agents de la RATP en Île-de-France. Ce jour-là, les chauffeurs routiers seront eux aussi
appelés à rejoindre le mouvement. Venons-en à l'Algérie, avec ces bilans constamment revus à la hausse. Désormais, plus de 2000 morts et 8900 blessés. Des traces de vie ont encore été repérées sous les décombres. Mais à Boumerdès, la ville la plus touchée, les grues sont entrées en action et la colère n'est pas retombée, bien au contraire. Reportage de nos envoyés spéciaux, Olivier Théron, Frédéric Cerulli. La nouvelle a fait le tour de la ville. Des camions de tentes viennent d'arriver. Les habitants de Boumerdès se précipitent. La pluie menace et il faut un toit coûte que coûte, quitte à se battre. La police intervient, la tension monte, on frôle l'émeute. C'est mal organisé ici en Algérie. Et pourtant il y a l'islam, mais c'est malheureux de voir ça en Algérie. On est malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a donné un moment, il faut qu'il nous donne des tentes. Ouais. On n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Donnez-moi le nombre de tentes dont vous avez besoin, s'il vous plaît. 100 tentes. À la cellule de crise de la wilaya, la préfecture, les demandes affluent. Les autorités algériennes, face à l'ampleur du drame, sont en pleine improvisation. Le recensement des victimes, des disparus et des sans-logis est toujours en cours. Dans les quartiers, au pied des immeubles, les habitants de Boumerdès s'organisent leur campement. Il faut faire vite. Avec la pluie qui s'annonce, les abris de fortune ne suffiront pas. Et pour l'instant, vu l'ampleur des répliques, pas question de retourner sous le béton. J'ai moi-même essayé de dormir hier, c'était impossible avec la secousse qu'il y a eu à 1h du matin. 1h du matin, 4,1 sur les... Donc je me suis vite sauvé aussi. Dans la seule ville de Boumerdès, on peut estimer à près de 350 000 le nombre de sans-abri. Les commissions de sécurité ont commencé à expertiser les immeubles pour voir ceux qui peuvent être occupés. Sans leur aval, il faudra dormir dehors pour la 5e nuit consécutive. Parmi les villages qui n'ont encore reçu ni aide ni soutien des autorités et des secours, on retiendra la bourgade de Zemouri, terriblement touchée puisqu'elle se situe près de l'épicentre du séisme. Abandonnée de tous, ce sont les islamistes qui organisent la solidarité. Reportage Loïc Delamornay, Dominique Bonnet. Le minaret est devenu une tour de Pise menaçante. Seul épargné, le nid de la cigogne domine la ville de Zemouri, rasée. Plus de mairie, plus de poste, plus de gendarmerie, plus d'école. Et depuis le séisme, les habitants n'ont reçu pour visite que celle de l'armée. L'armée, ils étaient là, mais avec des armes. Donc c'est un peu difficile, je sais pas. Sous le dôme affaissé de la mosquée, les habitants creusent à main nue. Pourtant, on trouve toujours quelqu'un pour prêcher la parole officielle. Le lendemain, il y avait des agents de l'ordre public, la gendarmerie nationale qui était avec nous, il n'y a pas de problème. Ils nous ont ramené même des torches, ils nous ont aidés. Voilà. Notre homme a déjà une idée très précise du bilan des victimes. On a enterré 53. Oui, non, 53 morts. Mais dehors, d'autres ont une estimation sensiblement différente. Il y a plus de 53 morts, il y a plus. Mais il est préférable que vous fassiez vos interviews. Interview interrompue par notre fidèle sympathisant du pouvoir. Guerre des chiffres, guerre politique surtout. Mais la réalité est ailleurs. La réalité, c'est nous qui la détenons. C'est pas les officiels. Il y a plus de 500 morts. Notre réalité, des mots repris du discours islamiste. Ce sont ces islamistes qui, place de la mairie, supplantent l'État dans la distribution de vivres et de vêtements aux sinistrés. Mais ils n'aiment pas voir filmer leur efficace organisation. L'avertissement de l'un d'entre eux à notre caméra est très clair. 50 ou 500 morts. Minimisé ou exagéré, le bilan des victimes sert en tout cas les propagandes politiques, l'officiel et l'islamiste. Ce qui est sûr, c'est qu'à Zemouri, les autorités ont tout fait et font tout pour masquer l'ampleur de la catastrophe. Cette journée de dimanche est la première en France consacrée aux enfants disparus. À l'occasion de cette journée internationale, un lâcher de milliers de ballons sur le Champ de Mars a eu lieu à la mi-journée. Pour Estelle, la fillette disparue en janvier, dont on est toujours sans nouvelles, et pour tous les autres enfants qui se sont évanouis dans la nature. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on compte
34 000 disparitions par an en France, dont une majorité de fugues. Il y a 600 disparitions inquiétantes chaque année et une disparition non élucidée par an. Cela nous amène au cas de Shahrazad, une jeune fille disparue à l'âge de 10 ans alors qu'elle sortait de chez elle à Bourgoin-Jallieu en Isère. C'était en 1987, il y a 16 ans déjà. Caroline Gauthier, Philippe Jassin. Ce 8 juillet 1987, Shahrazad a tout juste 10 ans. Elle quitte l'appartement de sa famille pour descendre les poubelles au pied de son immeuble, dans ce quartier de Bourgoin-Jallieu, et l'enfant disparaît. L'une de ses sœurs lance à l'époque ce cri de détresse. Aux ravisseurs qui l'ont pris, qui la posent et puis qui partent tout de suite. Nous on veut notre sœur et c'est tout. 16 années se sont écoulées et Férouz recherche toujours sa petite sœur. Aujourd'hui encore, elle refuse de se résigner. C'est vrai que souvent je me heurte en fait à une difficulté. On me dit non mais c'est bon là, faut arrêter, ça fait 15 ans. Moi je trouve ça un peu dommage. Parce que je vais dire, vu comme ça, je pense que toute ma vie en fait, si ça bouge pas maintenant, ça bougera jamais quoi. Férouz a finalement été entendue, sa détermination à ébranler la justice. De nouveaux enquêteurs vont donc reprendre le dossier de Shahrazad depuis le début, au cas où. On peut espérer peut-être retrouver un indice, un témoignage plus exactement. Même si l'espoir est mince, je pense qu'il faut tenter de faire quelque chose. En France, chaque année en moyenne, une disparition d'enfants reste inexpliquée. Dans la plupart des cas, un an d'enquête intensive puis plus rien, sauf dans les affaires les plus médiatisées comme Marion par exemple. Aujourd'hui, l'espoir des familles repose sur les nouvelles technologies. Un procédé permet notamment, depuis quelques années, de vieillir les photos de ces disparus. Croisement entre l'image des parents et celle de l'enfant. Le résultat, une projection du disparu, il aurait alors 20, 25 ou 30 ans. Un élément de plus pour relancer l'enquête, susciter un témoignage, réveiller un souvenir. La violence routière avec ce mortel accident provoqué par un chauffard en état d'ivresse en Meurthe-et-Moselle. Il a renversé ce matin un groupe de personnes âgées. L'une d'entre elles a été tuée, 5 autres sont blessées, dont une grièvement. Patrick Fandiot. Ils avaient rendez-vous sous le clocher, à l'arrêt bus. Ce devait être un voyage d'agrément sur la côte espagnole pour 50 retraités du village de Frémontville. Mais à 4h30 ce matin, une voiture va en faucher une dizaine. Un véhicule qui roulait à une vitesse excessive que j'ai vu. Je lui ai fait signe de ralentir avec un de mes cousins. Il nous a pas vus. Il a percuté les valises et les personnes. Et c'est là qu'il y a eu un choc terrible et on s'est rendu compte de suite qu'il y avait des blessés. Il y aura surtout un mort, un blessé grave, 4 autres légèrement atteints et un groupe traumatisé pour lequel une cellule psychologique a été mise en place à la mairie. Le chauffard, lui, est un voisin du village. Il a 28 ans et si l'on s'en tient aux bouteilles de bière trouvées dans sa voiture, il a dû passer une soirée bien arrosée. L'ivresse sans aucun doute maintenant et la vitesse probablement. Le choc semble avoir été assez violent. La personne qui a été percutée a été projetée à plusieurs mètres du véhicule. L'enquête en cours permettra de déterminer si effectivement la vitesse était excessive, mais d'après les premiers témoignages, on peut penser que la vitesse est en cause. Ivresse plus vitesse, cocktail hélas habituel du drame de la route. À Frémontville endeuillé, on n'a plus le cœur aux vacances. L'escapade espagnole des retraités a été annulée. L'actualité au Proche-Orient, un nouvel espoir sur la route de la paix. Israël, pour la première fois, se dit prête à la création d'un État palestinien, mais avec beaucoup de réserves. En tout cas, le gouvernement d'Ariel Sharon accepte cette feuille de route du bout des lèvres. Charles Anderlin, Mossi Harmon. Il ne faut pas s'y tromper, c'est une décision historique. Pour la première fois, un gouvernement israélien accepte un plan de paix qui prévoit la création d'un État palestinien. Le Likoud, la droite, renonce au rêve du grand Israël. Quoi qu'il arrive, avec l'application de cette décision, la chose a été faite. Cette décision est un tremblement de terre. J'imagine que peut-être qu'elle annonce la fin de cette coalition de droite. Ariel Sharon a donc fini par céder aux pressions américaines incessantes depuis la visite de Colin Powell il y a 2 semaines. Mais déjà les divergences apparaissent. Le gouvernement israélien a posé des conditions strictes dans l'application de cette feuille de route, et d'abord que le nouveau cabinet palestinien lutte sérieusement contre le terrorisme. Pour cela, répond le Premier ministre Mahmoud Abbas, les Israéliens doivent arrêter leurs opérations militaires à Gaza et en Cisjordanie. Et puis, qui validera les diverses étapes de ce processus de paix?
Pour Sylvain Shalom, le ministre israélien des Affaires étrangères, qui recevait aujourd'hui Dominique de Villepin, cela ne fait pas de doute, seuls les États-Unis contrôleront l'application de la feuille de route. Son homologue français lui a répondu. La France, avec l'Union européenne au sein du quartet, est d'ores et déjà pleinement mobilisée pour le succès de ce plan de paix. Les Palestiniens soutiennent bien entendu la position européenne, ce sera une autre bataille diplomatique. Au Maroc, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Casablanca pour protester contre les attentats suicides de la semaine passée, côte à côte, des Marocains de toute confession. Partons pour Bagdad, où l'administration irakienne est désormais placée sous la tutelle des Américains, à l'exemple du ministère des Affaires étrangères qui a rouvert ses portes. Reportage Alain Chalvon, Philippe Hudier. C'était le ministère des Affaires étrangères. Comme tous les ministères irakiens, il a été pillé et incendié. Tout a été détruit, même les archives d'État. Ces 1100 fonctionnaires sont à la rue. L'Irak n'a plus de voix à l'étranger. Pour lui en rendre une, les diplomates les plus motivés, comme Akila El Hachemi, se sont organisés. On a trouvé un petit local qui appartenait au protocole. C'est tout petit et on s'arrange pour ça. On est presque tout le monde est debout. Vous avez ambassadeur Bassam. Ambassadeur Bassam qui est un de nos collègues et c'est un francophone. Bonjour, bonjour monsieur. Et puis là, ils sont tous dans les couloirs. Effectivement, le pavillon des hôtes est vraiment petit, étouffant et pas fonctionnel. Voilà ce qui reste des bureaux. Et ici, c'est le comptable qui est en train de travailler. Il a un beau bureau, mais c'est sans doute pillé ou bien acheté aux pilleurs. Les ouvriers s'activent pour donner un peu de confort à ces fonctionnaires méritants. Mais le plus frappant est qu'il n'y a aucune chaise. En fait, il n'y en a que dans cette salle où se réunissent le président du comité des affaires étrangères, que voilà, il est le patron officiel du ministère, et son conseiller américain, David Danford, le vrai maître des lieux. Voilà mon homologue, Dr Bassam. Nous travaillons étroitement ensemble. Et vous n'avez aucun problème dans cette relation? Non, pourquoi aurions-nous des problèmes? L'homme est intelligent et diplomate. Ses relations personnelles avec les Irakiens ne sont effectivement pas mauvaises. Mais il n'y a pas un fonctionnaire de ce ministère croupion qui ne ressente cette tutelle comme une humiliation. Il a des instructions à faire et puis on discute. Par exemple, on a rappelé tous les ambassadeurs, les chargés d'affaires doivent rentrer. C'est la première mesure, disons, d'épuration, on pourrait appeler ça comme ça. À peu près, oui. Oui. Ces fonctionnaires qui ont repris le travail ne sont évidemment pas des nostalgiques de Saddam Hussein. Mais ces mesures d'épuration, ils auraient aimé les prendre de leur propre chef. Élections municipales et régionales aujourd'hui en Espagne. Une élection en test pour le parti de José María Aznar. Le chef du gouvernement avait été lâché par son opinion publique pour s'être rallié à Washington dans la crise irakienne. La marée noire du prestige a été également largement évoquée pendant la campagne. Et selon les toutes premières estimations, le Parti populaire est sanctionné et marque un certain recul. L'ancien paquebot France, victime d'un incendie près de Miami. À bord du transatlantique rebaptisé le Norway, le feu s'est déclaré dans la salle des machines. 4 personnes sont mortes, 17 blessés, tous des membres d'équipage. Les passagers qui achevaient une croisière n'ont pas été touchés. L'épidémie de pneumopathie atypique pourrait reprendre de la vigueur à Toronto, au Canada. Sur place, on parle d'une éventuelle deuxième vague d'épidémie. Le point, Laurence Deleur. Visite interdite. Depuis 2 jours, ces affiches et les masques de protection ressurgissent dans les hôpitaux de Toronto et avec eux la peur d'une nouvelle vague d'épidémie de pneumopathie. Le Canada pensait être tiré d'affaire. Aucun cas nouveau n'était signalé depuis 1 mois et le nombre de malades diminuait. Mais hier, les autorités sanitaires font une nouvelle annonce. 33 personnes sont sous surveillance et 500 en isolement. À l'origine de cette alerte, le décès suspect de 2 personnes âgées dans cet hôpital. Elles pourraient avoir transmis le virus au personnel soignant, à leurs familles et à d'autres patients. Or, une femme hospitalisée dans le même établissement a été transférée ensuite dans ce centre de convalescence, là où la plupart des cas suspects ont été identifiés. Pour le moment, aucun cas n'est confirmé. Les services de santé publique ne veulent pas céder à la panique. Nous ne nous attendons pas à autant de cas qu'au mois de mars. Il y a encore des obstacles à surmonter, mais nous entrevoyons le bout du tunnel. À Singapour, les initiatives se multiplient pour informer la population. Dernière en date, Original,
cette chaîne de télévision entièrement consacrée au virus. Au programme notamment le respect des règles d'hygiène et rien de plus efficace qu'un petit sketch pour apprendre par exemple à ne pas tousser au visage de son voisin. À Belfort, une rupture d'une grosse canalisation prive d'eau plusieurs dizaines de milliers de personnes. Une quinzaine de communes sont concernées et les 2 tiers de la ville de Belfort. 2 rues de la ville ont été inondées. L'alimentation en eau devrait redevenir normale demain matin. Du tennis, c'est demain le début des internationaux de Roland-Garros à suivre sur France Télévisions. À la veille de son match contre Virginie Razzano sur le court central, la cote de popularité d'Amélie Mauresmo n'a jamais été aussi haute, de même que ses chances de remporter le tournoi. Dernier préparatif de la championne française, aujourd'hui à l'occasion de la journée de bienfaisance. Bernie Berthet, Nathalie de Rinxin et Noir Banis. Emportée par la foule, Amélie Mauresmo progresse tant bien que mal dans les allées de Roland-Garros. Le stylo à la main, le sourire aux lèvres, elle répond patiemment à toutes les sollicitations de ses nombreux admirateurs. Je viens de l'avoir joué, alors je trouve affûtée, elle a pris du muscle, elle a l'air d'être bien dans sa tête pour aborder le tournoi et voilà. Parfois défaillant, souvent insuffisant, le physique d'Amélie est désormais entre de bonnes mains. Jérôme Bianchi, le kiné de l'équipe de France de tennis, veille jalousement sur les muscles de la championne. Je n'ai aucune envie de devoir arrêter à un moment à cause d'un physique un peu défaillant. Cette année, Amélie a bien travaillé. La semaine dernière, à Rome, elle a été récompensée. Une belle victoire, la première de sa carrière sur Serena Williams. À Rome, Amélie Mauresmo fait parler d'elle, sur les cours et en dehors. Amélie est heureuse et veut que ça se sache. C'est moi, quoi, ça reflète vraiment ma personnalité et puis voilà, bon, faut dire que quand même avec un corps de rêve comme le mien, c'est difficile de ne pas faire ce genre de photos. Plus populaire que jamais, Amélie est arrivée cette semaine à Paris pour inaugurer sa statue au musée Grévin. Il y a des regards qui en disent long, il y a des signes qui ne trompent pas. Amélie Mauresmo est désormais une star incontournable. Ça représente la popularité, la notoriété, et c'est vrai que je suis très fière de faire partie de, voilà, encore une fois, de Grévin. Cet après-midi, Amélie Mauresmo a retrouvé son public. Quelques jeux face à Nathalie Dechy à l'occasion de la journée Béni Berthet. Quelques autographes, histoire de se remettre dans l'ambiance et prendre ses marques sur le central de Roland-Garros. 2 clubs de sport à l'honneur à Toulouse. Les footballeurs du TFC, les rugbyman du Stade Toulousain ont été reçus ce soir à la mairie. Les footballeurs toulousains qui joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont été sacrés champions de L2. Les joueurs du Stade de Toulousain, eux, ont remporté la Coupe d'Europe de rugby. Ce soir, les joueurs des 2 équipes ont été salués par leurs supporters depuis le balcon du Capitole. Football, dernière journée du championnat de Ligue 1 hier. Lyon a été sacré champion de France pour la 2e fois consécutive. Sedan, Troyes et Le Havre joueront l'année prochaine en Ligue 2. Christophe Tortora. Sur un air de samba, Sonny Anderson va quitter dans les prochains jours l'Olympique Lyonnais. Il ne part pas les mains vides. Le Brésilien tient dans ses bras le trophée du titre de champion. Hier soir, face à Guingamp en rouge, les Lyonnais ont très vite encaissé 2 buts. Une pâle soirée pour les hommes de Paul Le Guen, finalement battus 4-1 grâce à ce but de Sidney Govou. Lyon est champion de France de L1, un titre fêté par les supporters une bonne partie de la nuit. Sur la place de l'Hôtel de Ville, malgré la pluie, des milliers de passionnés sont venus les féliciter. 2 titres en 2 saisons, une performance jamais réalisée depuis 11 ans. Monaco termine à la 2e place du classement. Shabani Nonda est le meilleur buteur du championnat, 26 buts cette saison, dont 3 hier soir. Franck Leboeuf, lui, quitte l'Olympique de Marseille sur une défaite 1-0 à Nantes. Marseille champion d'automne, mais finalement 3e au printemps. Autre image forte de cette ultime soirée, l'accolade entre Vaïd Halilhodžić et François Pinault. Rennes s'impose 3-1 face à Montpellier et se maintient en L1. Mission accomplie pour coach Vaïd. Mission accomplie également pour Roland Courbis. Ajaccio reste parmi l'élite en obtenant un nul 0-0 contre Strasbourg. Le palmarès de ce festival de buts en 38 soirées. Lyon, Monaco et Marseille en Ligue des Champions. Bordeaux et Sochaux joueront la Coupe de l'UEFA. Le Havre, Sedan et Troyes sont relégués en L2. Concert exceptionnel sur la place rouge de Moscou. Paul McCartney s'y produisait hier devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, au premier rang desquelles le président Vladimir Poutine, qui avait reçu auparavant l'ex-Beatles au Kremlin. Gilles Rabin. Sur cette place rouge, il y a tout juste 15 ans, Paul McCartney, c'était le diable en personne.
Les Beatles étaient le seul groupe des 60s interdit dans l'ancienne Union soviétique, mais ils étaient immensément populaires et ils le sont toujours. Back in the USSR, retour en Union soviétique. À l'époque des communistes, c'était un hymne clandestin à la liberté et au pacifisme. Au milieu du concert, venu en voisin du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine en personne. Surprise, hier matin, des écolières qui visitaient les églises du Kremlin. Poutine marchait derrière elle avec Paul McCartney et son épouse. Le tsar et la star. On ne savait pas Poutine fan des Beatles, mais manifestement Paul McCartney est conquis par Poutine. C'est peut-être ce qu'il fallait montrer. Merci Paul McCartney. Grâce à vous, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Imaginez que John Lennon soit là avec les Beatles. À Moscou, John Lennon le pacifiste est toujours vivant dans les cœurs. La foule vibrait hier soir sur Back in the USSR. Pourtant, un retour à l'Union soviétique, c'est aussi le rêve secret d'une partie de l'entourage de Vladimir Poutine. Et puis, tournée européenne jusqu'à la fin juin pour Bruce Springsteen. Hier, la star du rock se produisait au Stade de France devant plus de 60 000 spectateurs. 3 heures de concert au cours desquelles le boss a interprété sous la pluie les vieux classiques de son répertoire, mais aussi les chansons de son dernier album. Le Festival de Cannes avec actuellement la cérémonie de clôture. 11 prix à décerner, dont la Palme d'Or, pour une sélection jugée difficile. Les grands favoris ne font pas partie des lauréats. Le choix du jury est plutôt déconcertant. Abdel Mostefa. La robe est terne et le décor a le goût du carton-pâte. Monica Bellucci, maîtresse de cérémonie pour un drôle de millésime. Beaucoup attendaient Nicole Kidman et Lars von Trier pour Dogville. C'est l'américain Gus Van Sant qui décroche le prix de la mise en scène et la Palme d'Or avec Elephant. C'est incroyable. Ça fait des années que j'essaie d'avoir un film sélectionné à Cannes, et là d'avoir ça, ça réconforte. Elephant, inspiré de la tragédie de Columbine, c'est la chronique d'un lycée ordinaire qui bascule dans le fait divers. Hey, Paul? Yeah, it's John. Yeah, Dad's John here. Oh, Mr. McFarland. Hi, Mr. Lewis. I'm sorry I'm late. My dad took me out to lunch. Surprise pour le Grand Prix du jury qui va au film Uzak du Turk Ceylan. Un réalisateur comblé puisqu'il repart en plus avec le prix d'interprétation masculine. Pour le prix d'interprétation féminine, un homme sur scène, le réalisateur Denis Arcand, obligé de chercher le prix et de s'excuser auprès de Philippe Noiret de l'absence de la comédienne Marie-Josée Croze. Côté français, c'est comme l'an passé, malgré 5 films en compétition, on repart bredouille. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, 20h55, la firme avec Tom Cruise. 1h35, le dernier journal à Mettet. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Ségolène Royal. 13h, le journal présenté par Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. En deuxième partie de soirée, mots croisés, la colère des profs, débat avec Xavier Darcos face à des enseignants, des parents d'élèves. Et puis autre thème, jusqu'où va le droit à l'enfant avec le professeur René Frigman. On se quitte avec ces images du château de sable couronné au concours international de sculpture de sable dans le Pas-de-Calais.